D3, les podcasts culturels de Tanger et du nord du Maroc. Abdelaziz El Khataf est né en 1967 à Aït-Tourir, dans la région de Marrakech, élevé par sa seule mère. À sa majorité, il se rend à Tanger pour retrouver son père, soldat, et dans l'espoir d'aller en Europe. Il rencontre Georges Bousquet, alors directeur du Centre culturel français, qui vient de créer la Galerie de la Croix. Abdelaziz est employé comme gardien de l'espace et, très vite, il en devient le responsable, faisant du lieu un espace accueillant et incontournable pour tous les amateurs d'art de Tanger et de passage en ville. En 2004, après 17 ans au service de l'ambassade de France, il revient à Marrakech où il crée dans son riad, près de Jemaa el-Fna, la galerie d'art Youraziz, puis la galerie rue Yves Saint-Laurent et désormais son atelier sur rue Passage Gandouri, rue de Yougoslavie, dans le cercle d'or de la culture à Marrakech. Fréquentant de très près les artistes de Khalil Akhrib et Abdelaziz Boufrakesh ou Mohamed Drissi et Hamri, à Jean-Pierre Pincemin, Jean Le Gac ou Titus Carmel, épaulé par Georges Bousquet, Abdelaziz Khataf devient lui-même peintre, produisant une œuvre reconnaissable entre toutes, où se mêlent la palette de Tanger et la spatialité de Marrakech. Résidant à la Cité des Arts de Paris en 2002 et 2003, il montre régulièrement ses œuvres à Tanger, au Maroc, dont la Villa des Arts et la Galerie de la Croix, où un catalogue avait été financé par Melehi lui-même. Et on peut aussi voir une peinture murale au Moussem d'Azila. Il expose encore en Belgique, en France ou aux Pays-Bas jusqu'à la Mama Galleria de New York en 1997. Abdelaziz Khataf, bonjour, nous voici à Marrakech dans ta galerie qui est quand même dans le hotspot de la culture marrakechia, à côté du MACMA, à côté de la galerie Matisse, à côté de Fadila El Ghadi et de Yahya, tout ce qu'il y a de plus innovant, élégant, intéressant à Marrakech, on va dire, et pas loin de Comptoir des Mines aussi. Abdelaziz, tu es Marrakchi, mais tu es venu à Tanger début des années 90, fin des années 80. Comment es-tu arrivé à Tanger ? Je venais à Tanger pour la recherche de mon père, qui est d'origine du nord, de la région, c'est des pays Jbala, qui nous a quittés depuis 18 ans. Je suis allé à sa recherche et je l'ai trouvé. Et j'ai retrouvé mes deux frères, qui sont mes frères. Voilà, c'est là que ça a commencé à aller-retour pour le rencontrer, pour le voir à quoi il ressemble. Alors quand je voyais tes frères, il y a 30 ans de ça, Hicham, tout ça, c'était tes demi-frères que tu avais rencontrés quand tu avais 18 ans. Oui, c'est exactement ça. Ça veut dire que quand j'avais 18 ans, eux, ils avaient quoi ? La majorité, ils ont 3, 5, 6 ans. Et alors, comment ça s'est passé la rencontre ? Qu'est-ce qu'il faisait ton papa ? Pourquoi il était retourné dans le Jbel ? Parce qu'il avait rencontré ta maman à Marrakech. Oui, parce qu'il était soldat. Donc, les soldats à l'époque, ils font itinérants. Ils sont à Oujda, ils sont au Sahara. Et il est venu ici dans la région de Marrakech à Aït-Tourir. Et il a vu ma mère. Et ça y est. C'est la première rencontre. Ils sont mariés. Ils sont restés, je crois, à 7 ans. Et après, lui, comme soldat, un peu fou, il aime changer, il aime les femmes. Alors, ils ont divorcé. Et moi, j'étais bébé dans son ventre. Tu as grandi où exactement ? J'ai grandi à Aït-Tourir, c'est à 35 km de Marrakech, élevé par ma mère, qui a beaucoup travaillé et souffert pour nous. Et je lui dois beaucoup, mais malheureusement, elle est morte depuis 10 ans. Alors, elle travaillait de job dans les familles, ils vendaient même ses dents en or pour nous élever. Et ça m'a resté parce que je n'arrive pas maintenant que je suis bien, à lui rendre juste 1% de ce que... Mais c'est la vie. Tu lui rends en ayant réussi ta vie ?
Voilà, c'est ce que je pense, parce qu'il m'avait déjà, il était content, c'est-à-dire il avait une assurance quand il venait chez moi à Tanger. Il avait, voilà, le fils dont j'ai souffert pour l'élever. Il m'a rendu un peu de tous ces efforts là que j'ai fait pour lui. Et j'essayais aussi à l'époque de les aider, de les amener, qu'ils habitent tous avec moi à Tanger. Georges aussi les a acceptés, parce que je lui ai raconté aussi ma vie. Il est tombé un peu bas comme ça de voir toute cette histoire. C'est pourquoi il m'a adopté. Donc j'allais chercher mon père biologique et j'ai trouvé un père spirituel, ou je ne sais pas comment on l'appelle. Mais il t'avait adopté légalement, Georges Bousquet? Il a essayé légalement, après, c'est juste pour une question des papiers. Parce qu'à l'époque, quand j'allais à Tanger, c'est la galère et ça, je voulais émigrer comme tout le monde. Chercher le passeport, à l'époque, c'était difficile. J'attendais 2 ans pour avoir le passeport. Une fois que ils ont imposé le visa, donc je suis resté à Tanger, bloqué à Tanger. Ah, t'as donc une histoire un peu de migration de Harag dès le début. Oui. Non, à l'époque, c'était pas des Harag. Ça veut dire l'Europe était accessible. Tu as un passeport, tu passes. Mais pour avoir un passeport, c'est la bataille c'est le parcours de combattant. C'est très difficile. Tu pars pour Tanger, à la fois pour rencontrer ton père, voir qui il est, le découvrir, et aussi dans la volonté de partir en Europe, chose qui se faisait normalement, qui se faisait sans problème à l'époque. Oui, à la découverte de mon père, parce que c'est difficile de vivre sans un père, surtout dans ton entourage. Dans le village, il voit chacun son père, il me voit avec la mère ou son père, sûrement ils vont des blabla un peu là et là et là. Mais depuis mon enfant, je cherchais ce que c'est qu'un père. Parce que je vois tout le monde avec des pères. Ma mère, elle me racontait, voilà, il était là à Oujda, il était à Berkane, il était à Tanger. Et on cherchait, on ne savait pas où le trouver. Il nous a ignorés complètement. Même pour ne payer de quoi vivre, il a tout coupé, tous les liens du tout. Et on est resté bloqué. C'est pourquoi j'allais à sa rencontre. Et une fois, je ne sais pas comment ma mère elle a trouvé une adresse. Et je lui ai envoyé une lettre d'un fils à un père inconnu. Toutes mes émotions, je les ai mises là. Elle était, je crois, un peu contente de me voir. Et en même temps, c'est comme si rien ne se passait parce qu'il a déjà beaucoup d'autres enfants dont il s'est habitué. C'était un dur, ton papa, hein? Oui, il était dur, il est dur encore. Il est encore là. Que Dieu le sauvegarde. Il a presque 93 ans. Et il court toujours après les femmes. Depuis la mort de sa deuxième femme, le lendemain, il a dit, moi, je vais me marier, cherchez-moi une femme. Voilà. Ah, c'était une époque aussi, c'était une façon de vivre. C'est juste il y a l'année dernière. Oui, il avait 90 ans, il a dit, je veux une femme, tout de suite. Oui, mais enfin, il est dans la culture d'une époque. Ça veut dire, c'est un soldat, et c'est ce que c'est que, à l'époque, c'est que, ça pas ce que c'est que la peur, c'est un ennemi devant lui, il le tue, ou bien il va le chercher pour le tuer, il n'a pas de pitié. C'est un guerrier, surtout, il était dans la résistance. Et oui. C'est bien d'avoir eu un père comme ça aussi. Il est très, très courageux. Moi, j'aime bien quand je lui parle. Toujours, il m'appelle, viens, on va boire un café là, il me raconte ce qu'il a fait. Moi, je le regardais, mais j'essaie ce sentiment de père et il n'y a pas. Ça veut dire, c'est comme je suis assis à côté de quelqu'un, d'un ami ou d'un ami de passage. Mais il y a toujours ce côté du lien de parenté qui, malgré tout, il doit rester. Alors, le père spirituel, tu as rencontré Georges Bousquet à Tanger, quand il était directeur de l'Institut français. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment Georges est arrivé là? Quelle est son histoire? Non, Georges, il était désigné comme directeur à l'Institut français de Tanger. Voilà. Et moi, je courais, je demandais, j'avais pas de travail, rien. Alors, je fais le foguier, dit ça, et je parle.
Et je rencontrais Georges dans le café, on parlait de Marrakech, et je lui racontais toute l'histoire, sur mon histoire. Et il a eu un peu comme pitié. Monsieur, au revoir, on se revoit encore une semaine après, ou par hasard, comme ça. Et lui, là, il vient d'arriver, là, la galerie de la Croix. La galerie de la Croix, quand il est arrivé, n'existait pas encore. C'est lui qui l'a créée, c'est important. Oui, c'est ça. Il avait la galerie de la Croix, c'était occupé par les wagons-lits. Alors, comme lui, il est intelligent et malin, il cherchait, comment, pour récupérer cet espace. Il a vu que leur bail, il veut rester. Ils ont un bail de 3 ans renouvelable. Il a vu que ça va terminer. Il a fait le nécessaire auprès je crois, de l'ambassade. Je ne sais pas exactement avec qui. Il a gain de cause. Il a pu avoir accès à la galerie de la Croix. Et pourquoi a-t-il voulu créer cet espace de la galerie de la Croix? Parce que c'est un espace qui manque à Tanger. Il n'y avait pas de galerie de toute façon. Je pense pas. À part les anciennes galeries comme le Casino de Tanger ou bien les artistes exposent dans les hôtels. Lui, il veut créer un lieu incontournable de la vie culturelle, surtout artistique, de peinture. Déjà que Tanger est connu par le passage des artistes très connus qui ont marqué Tanger, comme Delacroix, Matisse, Marquet. Alors, il veut essayer de créer ce lieu. Et il y réussit, il y parvient, et c'est devenu un lieu très fort et très symbolique pour tout le nord du Maroc. Quel a été le parcours de Georges? Le parcours de Georges, je crois qu'il était journaliste. Oui, il a fait dans le Figaro, dans le magazine Combat, et écrit sur des artistes beaucoup comme Picasso, comme Cocteau. Je crois que même il était très proche ou ami de Cocteau. Et après, il était en poste en Arabie Saoudite, en Tunisie, une dizaine d'années. Après, aux îles Comores, je crois, 6 ans. Après les Comores, il est venu à Tanger. Et je crois que c'est parce qu'il était très proche de Thierry de Bossé, qui à l'époque était un des bras droits de François Mitterrand, qu'il avait pu avoir ses postes et ses fonctions de directeur d'Institut français. Oui, c'est exact. C'est grâce à Thierry de Bossé, parce que c'est un ami à lui. En plus, c'est pas donné. Ça veut dire, Thierry de Bossé aussi est intelligent aussi acquis. C'est pas parce que tu es proche ou ça, alors je vais te nommer. Oui, c'est parce que Georges avait du talent. Voilà, avait du talent et tout Tanger, jusqu'à maintenant, tous les gens de Tanger estiment son travail, son passage. Toujours, même moi maintenant que je vais à Tanger, il a dit, monsieur Bousquet, on regrette monsieur Bousquet, ou bien quand il va lui aussi à Tanger, on regrette l'époque de Bousquet, parce qu'il dirigeait l'Institut français, pas du bureau, il était au Café de Paris, il était dans les soirées, il parle de l'Institut, de la culture, de ce qu'il veut faire pour la mission française. Ça veut dire qu'il défend, c'est un meilleur ambassadeur pour la culture française. Ça a été le premier directeur de l'Institut qui a fait vraiment exister l'Institut et qui a vraiment existé lui-même en tant que directeur. Oui, c'est exactement. Oui. Il a fait bouger beaucoup l'Institut français pour des cours de langue, pour la bibliothèque, pour la galerie de la Croix, pour la salle Biquette, dont il a changé le nom, qui s'appelait la salle Bastianelli, qui était un entrepreneur. Il a pris le nom, alors il a combattu pour lui mettre le nom de Samuel Biquette. Et il a travaillé avec le Moussem d'Azila, beaucoup de l'Arrache. Il invite beaucoup des artistes, soit chanteurs, soit des musiciens français de l'Europe, ou bien même beaucoup d'artistes marocains. Il veut beaucoup encourager les artistes locaux, comme musicien, comme peintre. Mais moi, ce que je vois plus, parce que il m'a donné la chance de s'occuper de la galerie de la Croix comme gardien, comme pour nettoyer, pour ouvrir. C'est-à-dire, il m'a trouvé un travail dont je rêvais. J'ai dit, si j'avais un travail de 2000 dirhams au Maroc, je ferais une croix sur l'Europe.
un mois après, je l'ai eu. Alors, j'ai dit ça, c'est mon parcours, c'est cette galerie. Et là, ça a changé ta vie complètement. Ça a complètement changé ma vie. Depuis les buissons de mon village jusqu'à les demeures fantastiques de Tanger, des immeubles, de gens de culture. Vraiment, c'est une meilleure école pour moi de ma vie. Alors tu dis que tu étais le gardien de la galerie de la Croix, tu étais quand même beaucoup plus que le gardien. C'est quasiment la même fonction que ce que fait Najat aujourd'hui. Donc tu participais à la programmation un petit peu à la fin, et puis tu accueillais vraiment le public. Oui, moi, je vous ai dit gardien parce que tout le monde décide comment il va être galeriste, il n'a pas de diplôme, et ça, c'est pourquoi je t'ai dit gardien. Ça veut dire, comme je suis modeste, même trop, c'est pourquoi j'ai commencé pour gardien. Ça veut dire, je n'ouvre pas la porte et je surveille les gens qui ne veulent pas. Non, c'est moi qui reçois le public, c'est moi qui reçois les artistes, c'est moi qui accroche les tableaux. J'ai mis les numéros, la liste des prix que j'amène à l'Institut français pour les taper. Je les mets dans les chemises. Ça veut dire, je m'occupe de tout ce qui est pour la gestion de la galerie. Alors à ce moment-là, la galerie était un lieu de rencontre. Grâce à toi. C'est-à-dire qu'on passait rue La Liberté, c'était impossible si on était un artiste ou un écrivain ou un intellectuel ou quoi que ce soit, c'était impossible de ne pas s'arrêter Galerie de la Croix pour discuter un petit peu, dire bonjour et voir ce qui se passait. Qui est-ce que tu as pu ramener comme ça parce que c'était vraiment lié à ta personnalité, à ta disponibilité, à ta gentillesse et à ton entre-gens. Qui est-ce que tu as pu comme ça fédérer pour la Galerie de la Croix? Non, parce que je suis quelqu'un de encore modeste, de sympathique, je suis souriant, j'aime bien accueillir les gens, soit des petites gens jusqu'à ministres, ambassadeurs qui passent là, comme Vidrine, comme beaucoup de gens qui sont passés, me saluer. Ça veut dire, je reçois beaucoup des artistes, ils viennent par deux, par groupe, on s'assoit. Il y avait un petit bar à la galerie, on leur donne le café, boire le thé. Ça veut dire, c'est ouvert, ils se sentent comme chez eux.
C'est pas une galerie où tu rentres, bonjour, je regarde les tableaux, au revoir, merci, je vais réfléchir et pars. Non, là, ils restent, ils viennent même le matin, parfois l'après-midi, parfois les artistes, les collectionneurs et ça, ils viennent se donner rendez-vous dans ce lieu. Et surtout de sa bonne situation dans la rue de la Liberté, où il y a des milliers de passages chaque jour, des milliers et des milliers. Donc, c'est un lieu incontournable. C'est difficile de passer et de ne pas jeter un coup d'œil de ce qui se passe à la galerie, soit attiré par un tableau, par les couleurs, et passer, ou bien de rentrer et passer un bon moment. Qui étaient les habitués de ta galerie et peut-être des gens qui ont débuté aussi à Galerie de la Croix? Donne-nous quelques noms. Qui ont débuté par la Galerie de la Croix, je vais commencer par moi-même. Parce qu'après la deuxième exposition, je vois un peintre Smidi, Mohamed Smidi, qui était chauffeur de Claudio Bravo, qui a fait chez nous une exposition. Peinture naïve. Et j'ai l'idée, j'ai dit, c'est pas par mépris, mais ça, on le faisait à l'école. Pour le concours d'une fête et ça, j'ai dit, mais je peux faire ça aussi. Le jour même, j'ai acheté ma petite boîte d'aquarelle, des carnets, je commençais à dessiner mes souvenirs de mon village. Les petites montagnes, les petits mausolées, les petites gens. Et je vois que ça ressemble un peu. En plus, pour vous dire, j'ai attiré par les prix. Et je vois un petit tableau, il met à 2000 dirhams, 3000 dirhams. Pour moi, c'était beaucoup. J'ai dit, mais ça, pourquoi pas moi? Après, il y avait beaucoup d'autres peintres. Il y a Mohamed Drissi, il y a Hamri, il y a Boumnina, il y a Younes Kharraz, il y a Khalil Gharib. Beaucoup de peintres d'Azila, de la race, surtout beaucoup de peintres du Nord, parce que les gens des peintres de Casa, de Rabat, à l'époque, ils étaient plus retenus à Casa, Rabat, dans les galeries comme l'Atelier, comme d'autres galeries. En plus, eux, ils avaient une autre école d'abstraction. Et au Nord, c'était plus à l'école de Tétouan. Ils aiment beaucoup plus ce qui est figuratif. Et Abdelaziz Boufrakesh aussi. Oui, bien sûr, Abdelaziz Boufrakesh. Maintenant, parce que j'ai quitté depuis 2003, ça veut dire beaucoup de noms m'échappent. Celui-là, Abdelaziz Boufrakesh, oui. Moi, je me souviens de longues discussions avec toi, Abdelaziz Boufrakesh, le petit Regragui qui passait, Idrissi. Oui, Boufrakesh, oui, c'était un très bon copain. D'ailleurs, lui aussi, il m'a ouvert beaucoup les voies sur la vie. Parce que lui, déjà intégré dans Tanger, avec les Européens, et ça, moi, dans mon village, il n'y avait pas ça. On les voit juste passer en voiture. Et j'ai vu qu'il faisait de la peinture. Il m'a invité dans son atelier, je regarde comment il peint. Ça veut dire j'ai appris beaucoup avec lui. Comme Choukri Regragui, son père aussi. Comme tu as dit, il y a Mohamed Raïs El-Fini, il y a Mohamed Smidi, il y a Khalil Boumnina, je ne sais plus ce qui est devenu. Mais surtout les peintres d'Azila, comme Souhail, comme... Souhail Benazouz. Oui, que j'aime beaucoup. Moi, je suis beaucoup attaché à son travail, parce que, je le dis souvent, c'est lui qui a fait le tournant pour ma peinture. Parce qu'avant aussi, j'étais imprégné dans le figuratif, dans l'école de Tétouan, et ça, pour faire un peu, ça paraît très impérialiste. Alors lui, il est dans son monde, dans sa peinture à lui. Parce que je lui ai dit, sincèrement, j'ai dit, moi, voilà, c'est beau et ça, mais je comprends pas. Explique-moi un peu. Il m'a dit, non, je peux pas comprendre, voilà. Il m'a donné une bonne idée, c'est de zoomer sur ce que je fais. On voit que des couleurs et des taches. C'est ça. Et lui-même était d'ailleurs un peu le disciple de Khalil Gharib. Oui, c'est l'école de Khalil Gharib, avec qui j'ai de longues discussions, parce qu'il passe presque tous les jours à la galerie, on parlait des heures. Et tout content aussi, parce que j'allais chercher à l'époque, comme j'évoluais dans mon travail à la galerie, j'ai amené des catalogues, des beaux livres sur la peinture, je prenais des adresses de galeries.
et des musées. Et j'écris moi-même directement au nom de l'Institut français. Je leur envoie que j'en ai besoin pour la galerie, des catalogues, et ils m'envoient. Et j'ai fait vraiment une grande collection à la galerie, une petite artothèque. Et il vient, et je lui prête. Là, je dis, toi, je te fais confiance, tu le prends. Il le garde 15 jours, un mois, il me le rend toujours bien emballé. C'est-à-dire, j'ai appris avec lui beaucoup de choses. Khalil, c'est un vrai Pygmalion, hein. Il a influencé beaucoup de monde. Oui, beaucoup de monde, oui. Et à l'époque, il était prof d'arabe à Tanger, donc effectivement, il habitait pas loin de la galerie, il devait venir très souvent. Oui, très souvent. C'est son chemin. Il passe toujours me dire bonjour, toujours discret, que je l'appelle toujours un petit oiseau, comme un petit oiseau. Il m'a dit la peinture, c'est comme de la fumée. Quand il y a la fumée, il part de tous les côtés. Ça veut dire c'est un philosophe, un rêveur. Il ne croit pas à l'éternité. Je veux dire, un jour on va mourir, la terre va mourir. C'est pourquoi toujours aussi dans sa peinture, il y a des débris qui s'effritent. Ça veut dire cette peinture, elle va casser un jour. C'est un autre monde. C'est un monde pour lui. Là, je viens de passer Galerie Matisse, qui est juste dans ton allée, à côté de ta galerie. Et Galerie Matisse, j'y ai vu des tableaux, des dessins de Drissi, de Hamri, même de Chaibia, que j'avais rencontré, Galerie de la Croix. Ça, c'était tous nos amis, hein, c'était tous tes amis, c'était ton quotidien à Tanger, qui sont devenus maintenant des artistes représentatifs de l'art contemporain du Maroc. Oui, c'était de vrais amis. C'est comme la famille, surtout Drissi et Hamri. Ça, on a passé des années de beaucoup de bonheur. Des soirées et des soirées. Non, j'y viens, les soirées, toujours, parce que les soirées durent jusqu'à 6 heures du matin. Mais c'était pas pour danser, boire, c'est tout, mais on parlait beaucoup. On parlait, et moi, j'enregistrais beaucoup. Je regardais, j'enregistre. C'est-à-dire, parce que moi, j'ai pas un passé comme eux, mais ils m'ont beaucoup appris. Et chaque mot qu'il dit, chaque geste, je l'enregistre et je le suis. Ils m'invitent aussi dans leurs ateliers. Drissi, j'allais chez lui à Tétouan, j'étais à Mdik, le Hamri aussi. Je suis un des rares à rentrer dans son appartement. Personne ne rentre. Et je suis devenu même après si tu veux, leur marchand. Par amitié, c'est pas un marchand d'art, comme je fais d'ailleurs avec tous les artistes. Tout le monde passait par toi, c'était le passage obligatoire. Oui, obligatoire, mais avec gentillesse, avec amour. J'aime beaucoup ce milieu d'art. Moi, dans ma vision, c'est pour le partage. C'est pas pour l'argent. C'est toujours utile l'argent, mais c'est bien de partager et de rencontrer les gens. Parce que moi, beaucoup de gens qui viennent à la galerie, ils cherchent les artistes, je les appelle, je les amène dans leurs ateliers. Et tous nos trois, nous sommes heureux, contents de rencontrer. Ça a toujours été comme ça avec toi, effectivement, Abdelaziz. Et les écrivains, Choukri, Passé, quels écrivains encore? Ouais, Choukri, oui, beaucoup. Il passait beaucoup à la galerie, surtout à l'époque. Quand il y avait un petit peu de vin dans le bureau. Il vient, est-ce qu'il y a quelque chose, même s'il n'y a pas, je lui apporte. Alors il parle. Il y a des gens aussi, ils le voient. Ils viennent aussi pour participer à la discussion. Oui, non, j'ai rencontré beaucoup, surtout beaucoup d'artistes peintres. D'écrivains. De passage, il y a Tahar Ben Julien, il passe souvent aussi. Juste un petit bonjour, c'est tout. Sinon, beaucoup d'artistes peintres. Je connais Feu Kassimi, je reconnais Hassani, Bellamin, et le photographe. Gérard Rondeau. Oui, Gérard Rondeau, oui, avec qui j'ai fait un parcours. On est allé tout le long à pied jusqu'au grotte d'Hercule pour faire les photos. Je l'ai amené à Chawad. Nous sommes devenus comme des amis. Il m'a même cité dans son livre. Et beaucoup d'autres, mais les noms ne me reviennent pas.
Et alors, comment es-tu devenu peintre toi-même? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, comme je t'avais dit, après la deuxième exposition, j'ai dit pourquoi pas moi. J'ai commencé à peindre. C'était mes petites boîtes d'aquarelle, mes pastels. Et je commençais à faire, à copier ce qu'il y a ce qui est exposé. Ou bien je prends les magazines comme Matisse, comme Delacroix, j'essaye, et petit à petit, petit à petit. Et chaque fois, j'ai un peu honte de les montrer à un artiste. Et de temps en temps, j'essaie de me dire, ah voilà, il faut faire ça et ça. Comme un grand peintre, Hussam, un Irakien. Lui aussi, il m'a beaucoup amené dans son atelier, il m'a beaucoup encouragé. Il m'a dit, voilà, la peinture, c'est des formes et des couleurs. Ça, c'est tout. Ça veut dire, il m'a beaucoup encouragé. Voilà, après 1 an, 2 ans, j'ai senti que j'évoluais et que je m'en lassais pas. Parce que je n'ai pas prise pour un peintre de dimanche ou bien juste par plaisir. Non, j'ai dit, je veux arriver, je dois faire. Et j'ai la chance d'être dans cette galerie. C'est elle qui... C'est-à-dire, je respire la peinture chaque jour. Chaque jour, il y a quelque chose de nouveau. S'il n'y a pas la sculpture, il y a la peinture, il y a la gravure, il y a la photographie, il y a les conseils, les paroles d'artistes, des collectionneurs. Et tout ça, moi, j'enregistrais. Jusqu'à ce que j'ai fait un peu... J'ai accumulé tous mes légumes, mes épices, et j'ai fait mon propre tagine qui est là. Ton Ras El Hanout. Ras El Hanout. Georges était un directeur, il exposait beaucoup les amis. Alors à la fois il y avait des artistes d'un niveau international, l'Institut français, puis les amis de Tanger. Et puis après, il y a eu Christophe Joncteur-Montrosier. Et là, peut-être que pour toi, c'était aussi très intéressant parce qu'il a quand même donné une ampleur internationale à la galerie et un niveau international. Qu'est-ce que tu en penses? Ah ouais, Montrosier, vraiment, il a beaucoup changé l'aspect de la galerie Delacroix, parce qu'il a amené quelque chose il a monté la barre haute. Il a amené des grands artistes internationaux français, comme Jean-Pierre Pincemin, comme Viala, et beaucoup d'autres. Le GAC qu'il avait invité en résidence. Et le GAC. Titus Carmel. Et beaucoup d'autres. Et avec de très grandes expositions aussi de peintres marocains, justement Khalil El-Kharib, Chaibia, Belhamine peut-être à l'époque. Belhamine, oui, il a fait une grande exposition, Belhamine, chez nous. Et Belhamine aussi, il m'a donné beaucoup de conseils, de la technique pour travailler ma peinture. C'est ce que j'utilise jusqu'à maintenant. Il y avait Ouazzani aussi. Chaibia, c'était quand même grâce à moi que ça ait lieu. Parce que je l'ai proposé à Montrosier, il a dit, ah oui, lui, ce qui l'intéressait, c'est que la galerie, qu'elle soit reconnue. Oui, c'était le rayonnement qui importait pour lui. Et lui, c'est la galerie, la galerie Delacroix, c'est le top. Parmi les meilleures galeries du Maroc, quand même, ailleurs. Et il était arrivé, hein. Et il est arrivé. Parce que vraiment, il écoutait. Il avait beaucoup de conseils aussi, beaucoup comme Ouazzani. Et revenant à Chaibia, je lui ai dit, voilà, Chaibia, vraiment, ça va faire parler de la galerie partout dans le Maroc. Et d'autres artistes, ah non, il est trop consommé, et ça. Je dis, non, j'ai insisté, il m'a dit, ça y est, je te fais confiance. Et c'est passé vraiment le top, un vernissage magnifique. Ça a été un carton phénoménal. Phénoménal, magnifique.
Ils l'ont invité aussi à l'atelier de gravure à Tétouan, de l'Institut français. Il a fait de très belles plaques. Tout le monde cherche maintenant, il n'y a plus. Vraiment, c'était top. Ouais. Alors justement, atelier de gravure, moi je me souviens d'Abdelaziz jeune peintre, et puis d'un seul coup, il y a eu l'atelier de gravure, et là, t'as trouvé quelque chose. Oui, mon premier contact avec la gravure, c'était avec Jean-Pierre Pincemin. Voilà. Parce que c'était pas donné. C'est-à-dire, j'ai une grande chance d'être dans cette galerie. C'est parce que c'est elle qui m'a formé, qui m'a construit, qui m'a mis sur les rails jusqu'à maintenant. Il avait, l'Institut français avait organisé un portfolio comprenant 6 artistes français et 2 marocains, donc Kassimi et Chaibia. Et Pinceman, Favier, Albirola, Garost. Et j'ai travaillé avec tous ces personnes. Ça veut dire, je les regardais travailler, je les aidais, voilà, je peux nettoyer la plaque, ça veut dire, moi j'enregistre, pour moi c'est un meilleur stage que d'aller passer une année dans un atelier de gravure quelque part. Et en plus, c'est devenu ami avec tous. Très ami avec tous, vraiment. C'est la baraka du Dieu, j'ai jamais fait du mal à personne, j'ai jamais menti à personne. Je peux aider, même je dépensais de ma poche pour leur faire un circuit dans Chawel et ça. Et tout ça pour l'Institut français. J'essaye de donner un peu de ce que l'Institut m'a donné. Et alors, dans cet atelier de gravure, un jour, je vois sortir une petite gravure avec des petits personnages un petit peu inspirés d'une toile médiévale, d'une gravure entre le Moyen-Âge et la Renaissance. On voit des petits personnages, tu appelles ça Place Jemaa Fna, c'est des petits personnages essaimés, et je crois que ça a bouleversé totalement ton style, et encore aujourd'hui, tu exploites cet imaginaire-là. Oui, ça veut dire, j'ai cherché et j'ai trouvé mon sujet qui est la place Jemaa Fna, que j'ai visité de temps en temps à Marrakech. C'est mon lieu de chacun de passage. Pour se distinguer, au lieu de faire un paysage, des portraits, des ça que peut-être j'arriverai pas parce que moi j'ai pas un parcours académique de dessin et ça. Alors j'ai fait ce que c'est quoi la place Jemaa Fna, c'est des halqas, c'est des groupements de musiciens, de charmeurs du serpent, de comédiens. Et j'essaie de faire avec des petits personnages sans mettre les bâtiments autour ni rien, que ça devient un peu abstrait, en même temps figuratif et naïf. C'est là que tu trouves quelque chose, comme tu dis, abstrait et en même temps figuratif, très naïf, mais aussi très dessiné. On a encore une fois l'impression que ça peut être un détail d'un dessin de Dürer. Oui, ouais, après, il y a beaucoup d'étrangers le voient, ça nous rappelle la peinture japonaise, ça rapporte la peinture chinoise. Dis-moi, je l'ai pas encore fait, mais c'est peut-être, on a copié le même chat, ou bien on a dessiné le même chat. Moi, je travaille ce que j'ai dans ma tête, ce que j'ai accumulé comme technique, et je l'essaie de l'appliquer sur un support. De ce moment-là que tu trouves ces petits personnages de Jemaa Fna, tu sais que là tu as ton œuvre, que comme Viala il a ses tâches, comme Pincemin il a ses dessins, comme tous les grands artistes en un moment trouvé quelque chose, là tu as trouvé quelque chose. Comment tu as développé ça? Comment ça s'est passé pour en arriver à ces grandes toiles aujourd'hui, extrêmement abstraites, extrêmement composées, mais aussi lyriques? Tu es toujours dans le même dessin et tu l'as complètement exploité dans des directions différentes. Explique-nous comment tu en es arrivé à ça. Je crois que c'est par le travail quotidien et par l'accumulation de ces presque 30 années de travail, en travaillant, en regardant, en enregistrant. Sûrement, j'ai vu quelque part, c'est pas forcément une peinture, mais un groupement de gens. Une personne qui assiste toute seule. Et mon cerveau, il enregistre et moi, j'ai beaucoup l'espace. C'est-à-dire, une toile, c'est un petit personnage ou un bout de forme, c'est un espace que ça respire. Et surtout avec des aplats de couleurs que j'ai beaucoup imprégné, que je me suis imprégné par l'époque de peinture de Matisse.
En quoi Tanger a pu t'influencer dans ta peinture? Je crois pas, au début par les artistes qui sont passés par Tanger. Je me souviens, là soudain, que tu habitais Marchane, au-dessus de la mer, dans une très belle maison à côté de la maison de Lala Fatima Zora, du Khalifa de Tétouan, juste derrière. Très belle maison bourgeoise qui tombait en ruine aussi. Jusqu'à la mer, oui. Oui, j'ai habité une dizaine d'années. Et juste à côté aussi, il y a l'écrivain. Paul Morand. Paul Morand. Et la maison des Mendoub. Oui, là, j'ai habité tout seul. J'ai les jardins jusqu'à la mer, un peu tombés en ruine. Et j'ai fait beaucoup de paysages. J'ai invité aussi beaucoup d'artistes qui viennent là, invités par l'Institut français, leur payer une chambre d'hôtel. Une fois qu'ils visitent là où je suis, ils laissent l'hôtel et ils viennent rester avec moi. Là, c'était l'essentiel de Tanger. Il y avait tout Tanger était là, quoi. C'était le bleu, le détroit, et les acanthes. Enfin, tout était là. Ouais, tout était là. Tout ce qu'il a peint Matisse, en 1902, je l'ai retrouvé dans ce jardin. Voilà, les plantes, les bleus, les aplats, les grossir les murs. Tu le dis, les fameux aplats que tu peins aujourd'hui, qui sont maintenant connus, tout le monde a tes œuvres dans l'œil. Hein. C'est des aplats que tu as appris à Tanger, en fait. Oui, jusqu'à maintenant. Si tu vois maintenant mes peintures, il y a beaucoup de gris, beaucoup de bleu. Oui, si, Tanger, il m'a toujours marqué. Marrakech, pas encore. Ces petits personnages essaimés sur Jemaa el-Fna, c'est Marrakech aussi. Là, tu avais trouvé... C'est des petits personnages qui ont immigré à Tanger. Comme tu disais, l'espace pour toi, c'est important, il faut que ça respire. Ta galerie aujourd'hui à Marrakech, c'est une très belle galerie, c'est un très bel espace. Est-ce que cet espace que tu as créé, qui te ressemble à 1000%, est-ce que cet espace t'influence? Oui, bien sûr. Moi, cet espace... je crois que c'est moi qui l'ai créé. J'essaie de faire le plus simple possible, où il y a de la lumière. Et j'ai fait cet espace, pour moi, comme un atelier, comme un lieu de rencontre. C'est-à-dire, tu vois des livres, tu vois une artothèque, des peintures. Et surtout, j'aimais que mes peintures. Je ne veux pas avoir de conflit avec d'autres artistes. D'autres galeristes? Et bien sûr, d'autres galeristes. Mais je vois quand même derrière toi une gravure d'Anatoliy Lokhanov que plus personne ne connaît maintenant à Tanger. Je vois quelques marabettes, je vois des... Mohamed Smedi, c'était lui le chauffeur de Claudio Bravo. Mohamed Smedi, je ne sais plus ce qu'il devient. J'ai quand même, j'ai Mrabet, j'ai Mourabiti. J'ai un autre artiste que j'aime beaucoup là de Marrakech, Ahmed Ben Smaïl. Des Ben Najem? Non, c'est pas lui. Non, ça c'est Georges qui les a amenés du Qatar. Je crois que c'est iranien. Peut-être. Alors dans ce cas-là, Ben Najem s'était inspiré de ce que Georges avait ramené du Qatar. Non, je pense pas. Toujours on cherche quelqu'un inspiré, quelqu'un à copier. Mais parfois on fait quelque chose sans avoir vu ce qui a été fait avant. Les choses viennent instantanées, sûrement. Ce que je fais maintenant ici, peut-être on le trouve en Chine ou en Indonésie, alors que j'ai jamais été là-bas, ni loué ici. C'est l'air du temps. Pourquoi as-tu quitté Tanger? Pourquoi n'es-tu pas resté à Tanger? J'étais un peu fatigué. Je voulais changer un peu. Les directeurs de l'Institut français n'ont pas tous été très charmants. Voilà, parce que j'essaie de ne pas trop parler de ça. Ouais, vraiment, dans les dernières années, c'était plus ma place. C'est-à-dire que tu as créé la galerie avec Georges Bousquet. Des personnes comme le docteur Montrosier ont, à travers toi, par eux-mêmes bien sûr, mais avec ton aide, donné à cette galerie une ampleur absolument inédite et internationale. Et puis d'un seul coup, il y a des directeurs qui étaient pas sympas du tout. Non, la majorité, c'est qu'ils veulent plus entendre de Georges Bousquet. Voilà, pour vous dire. Dans la rue, je suis le directeur d'un Institut français, monsieur tel. On regrette l'époque de Georges Bousquet et ça les agace. Alors, qu'est-ce qu'il pour se venger? Ce qu'il y a, c'est moi qui est à côté. Voilà, pour te dire franchement ce qu'il y a. C'est que Georges Bousquet les écrasait par son histoire. Voilà, ouais. Il a marqué son nom parce qu'il était proche des petites gens, des gens mondains de Tanger, de tout. Ça veut dire, il est chez eux. Il parle de l'Institut, il parle de la culture de France, il parle de la France.
Et puis toi, tu avais quand même peut-être aussi trop d'importance dans la galerie, c'est-à-dire que quand on voulait exposer à Tanger ou quand on voulait faire quelque chose à Galerie de Lacroix, on passait d'abord voir Abdelaziz, et puis après le directeur. Non, c'est surtout la responsabilité, c'est au directeur. Moi seulement, moi je suis là, c'est quelqu'un. Tu connais les artistes, toujours ils viennent, ils cherchent le plus proche, ils t'apportent le dossier, je le transmets. Sinon, le directeur qui décide, surtout après Bousquet, les autres directeurs, ils veulent marquer leur présence. Ils travaillent avec moi un peu les 2-3 premiers mois. Après, ils découvrent ce que c'était. Alors, ils essaient de prendre leurs conseillers, soit des artistes, soit... Ça veut dire, moi, j'étais mis un peu de côté. Puis au bout d'un moment, t'as préféré venir faire ta vie ailleurs. Alors c'est vrai que Georges Bousquet avait pris sa retraite à Marrakech, dans un riad à côté de la place Jemaa el-Fna. Il est mort à Marrakech d'ailleurs. Donc toi, ça t'a permis de poursuivre ta vie ici à Marrakech, ta région. Ça s'est bien passé le retour à Marrakech? Ouais, depuis 3 ou 4 ans avant que j'ai quitté la galerie de la Croix et l'Institut français, ça me tournait dans la tête. J'imaginais ce que j'allais faire ici. Je faisais des plans tous les jours. Et pour te dire, avant de venir 3-4 ans, c'était plus le public qui passait à la galerie de la Croix avant. Tous les artistes, il a dit, oh, la galerie, il a perdu du charme, il y a moins de monde. Parfois, je reste 3-4 heures. Il y a 3 personnes qui rentrent, alors qu'avant, on avait un carnet. Il y a des milliers de gens qui passent. Je ne sais pas pourquoi est-ce que si les gens n'aiment pas ce que c'est que ça veut dire la peinture abstraite et ça, ils voient un mur devant eux, ils sortent. Ou peut-être eux, ils préfèrent tout ce qui est paysage, tout ce qui est figuratif, que c'est très bien fait, alors ils viennent, ils regardent. Je ne sais pas exactement. Mais depuis le changement de genre d'exposition, le public a beaucoup baissé, alors je m'ennuyais un peu. Et donc tu es venu à Marrakech créer ton espace. Alors ici on est passage Gandori. Comment as-tu trouvé cet espace? On peut pas dire galerie parce que c'est principalement 90%, 95% de tes œuvres. Comment l'as-tu trouvé? Comment as-tu créé cet espace? Non, quand j'ai quitté là où j'habitais après de la place Jemaa el-Fna, c'était ma première galerie que j'ai fait dans le Riad. Je fais une petite publicité, j'ai des gens qui viennent. Au bout de 5-6 ans, vraiment, il y a beaucoup de gens qui viennent me chercher. Là, comme je l'ai vendu, j'étais un peu loin. Alors, j'ai cherché un petit espace ici. Par Internet, j'ai trouvé que c'est à vendre et j'ai pas hésité.
Je cherchais d'abord, je voyais les photos. Quand j'ai appelé l'intermédiaire, il m'a amené ici. J'ai dit, oh là là, c'est la galerie là, la galerie là. Et ils vont dire pourquoi il est venu à côté de nous. Après, j'ai dit, pourquoi pas. Moi, quand je vois des galeries en Europe ou à la rue Mazarine, je vois une galerie à côté de l'autre. Donc, c'est que je pense pour moi que c'est que bénéfique. C'est pas que je vais leur prendre leurs clients. En plus, moi, ceux qui viennent chez moi, sûrement, ça les intéressait pas, ils peuvent aller aussi chez eux. Ça veut dire on peut faire un échange. Il faut penser pas qu'à soi-même. Ça veut dire que pour moi, il faut partager. C'est pour tout le monde. Même s'il n'achète pas, s'il le regarde, il te dit que c'est oh j'aime bien, c'est intéressant. Bien, il y a un petit discours. On parle autour de la peinture. C'est un apport. Mais je pense que c'est difficile pour un galeriste de le comprendre, où est-ce qu'il est intéressé de vendre. Moi, je suis un artiste, je suis pas un galeriste. Ça veut dire, moi, cet endroit, je l'ai fait pour moi comme un bureau, comme un studio, comme mon appartement que je partage avec le passage, avec les passants et aussi avec mes collectionneurs qui sont des étrangers qui habitent ici, ou bien des Marocains de Rabat, de Casa, de Tanger. Et chaque fois, elle m'appelle, on a besoin encore de quelques peintures, ou bien elle m'envoie leurs amis parce qu'ils ont vu chez eux. Moi, c'est comme ça que ça marche. C'est pas que j'ai fait ce lieu pour ce passage, parce que je suis à côté de tel, pas du tout. Pour la lumière et parce que c'est un très bel espace. Parfois même, je ferme les lumières, je ferme les portes, je suis assis là, je regarde. Si quelqu'un intéresse, il pousse la porte, j'ai mis mes pancartes avec mon téléphone. Je vais chez moi pendant la maison, ils m'appellent, là, nous sommes devant, je leur donne un rendez-vous, 15-10 minutes, je suis là. Elles aiment, et ça y est, c'est comme ça. C'est pour ça que je dis que c'est pas une galerie, c'est un espace. C'est l'espace d'Abdelaziz El Khataf à Marrakech, l'espace ouvert pour le public. Tu parles de tes collectionneurs. Qui sont tes collectionneurs? Ce que tu peux dire. Quelles grandes collections qui sont connues au Maroc tu as intégrées? C'est la famille Berbiche, Chaouni et Berbiche. Leïla Chaouni, sa sœur, notre sœur, tout ça, c'est des vrais collectionneurs. Leïla Chaouni est une grande collectionneuse, oui. Il a beaucoup de dressiers aussi, il a beaucoup de mes peintures. Sa sœur Assia aussi, elle a beaucoup de peintures. Elle continue à acheter parce qu'il veut faire une fondation à Rabat. Ça qu'on appelle les collectionneurs. C'est pas acheter un tableau, après, j'ai plus les murs, ça, je les comprends. Mais je parle beaucoup de collectionneurs. Il y a la famille Sidrati aussi. On est aussi à Marrakech, monsieur et madame Lecomte, qui ont une vingtaine de tableaux. C'est une galerie d'Aziz chez eux. On veut que de Aziz, alors c'est pas pour... Il y a madame Portalis, il y a... J'en ai beaucoup. J'ai Hermès aussi ici, Sa Majesté, et beaucoup d'autres. Donc du petit Abdelaziz qui part de la vallée de Ourika, qui arrive à Tanger aujourd'hui, tu es quand même un peintre reconnu, apprécié à sa juste valeur. Toujours très discret, toujours en retrait, mais qui est là et qui a créé une œuvre qui marque et dont on se souvient. Le bilan de cette vie assez incroyable, hein, où tu as côtoyé tant de monde et où tu as eu un tel parcours. Moi, je suis content. Je suis content de ce que j'ai fait. Mais pour la peinture, pas encore content, parce que je cherche encore, je veux encore faire mieux. Chaque fois que je fais un tableau, je suis content 1 heure, 2 heures, un jour, après je dis non, c'est pas ça. Moi, je suis encore soif de créer quelque chose de plus. Et je veux pas devenir un grand artiste de renom, et ça m'intéresse pas beaucoup. Moi, je veux juste faire plaisir et partager mon travail et tout ce que j'ai créé avec ceux qui l'aiment. Mais ça, t'as pas le choix, ton destin, c'est ton destin. Voilà, moi seulement je le dis, parce que beaucoup pensent voilà, je vais, il n'y a rien. C'est, comme tu as dit, c'est le destin. Moi, je suis le destin. Exactement. Ce nouvel épisode de Détroit était consacré à Abdelaziz El Khataf,
peintre marrakchi qui de 1987 à 2004 fut auprès de Georges Bousquet puis de Christophe Jocteur-Montrosier et des différents directeurs de l'Institut français de Tanger, le responsable de la galerie de la Croix qu'il a fait vivre et aimer de tous les artistes. Entretien réalisé dans la galerie atelier d'Abdelaziz El-Khattaf, passage Gandouri à Marrakech, en avril 2024, tout droit réservé à Philippe Guiguet-Bologne. Merci à Omar Mtioui pour les musiques des génériques, solo de lutte extrait de son album Andalousie, ainsi qu'à l'ensemble Ibn Arabi et à Dargnawa de Tanger. La playlist de cet entretien, établie par Détroit, est constituée des musiques berbères Al-Hawesh du Haut Atlas, de Urwa, de l'Aleph Quintet, de Night Waltz, de Paul Bowles, de Tawad de Meteor Airlines et de Aïta Marocco de Mustapha Naïna, les 5 morceaux ayant été gracieusement empruntés à leurs ayants droit. سترم شبرات نفسي بعودة بنجي عودة بنجي محميد عودة بنجي أو عدت سنين في الذنب عودة بنجي